longtemps après Charlemagne, l'Occident européen se représentait encore la Terre comme un disque aplati. Et la route de l'Inde, au singulier, fut d'abord la route des pays où l'on trouvait l'indigo. Longue route maritime contournant l'Afrique. Puis on dit les Indes, le pluriel désignant tous les pays à l'est de l'Afrique, et océan Indien, l'étendue d'eau qu'il fallait encore traverser. Lorsque Christophe Colomb, en 1492, touchera des îles de la côte américaine, il cherchait par l'ouest une autre route des Indes, vers le poivre, la cannelle, le sucre, la soie, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et longtemps après lui, on dira pour ces pays les Indes occidentales. Mais au temps où Colomb la cherchait par l'ouest, il y avait à peine 2 siècles que l'Occident européen avait commencé à parler de la route des Indes. C'est à Venise d'abord qu'on parla de cette fameuse route des Indes. La route des richesses, la route de l'inconnu, la route des trésors, la route de l'aventure. À Venise, où fut publiée en 1299 la première édition du livre de Marco Polo, récit très détaillé d'un long voyage en Asie centrale et orientale, pour l'Occident, première source importante d'informations sur ces pays. Mais, au temps de Charlemagne et de l'Empire carolingien, au IXe siècle, en Europe occidentale, on ignorait ces pays et cette route, et cela en dépit de quelques échanges d'ambassades avec les Arabes. Car précisément à cette même époque, les Arabes, qui avaient atteint l'Inde proprement dite depuis le 7e siècle, connaissaient et pratiquaient cette route maritime. 4 siècles et demi avant que l'Occident ait le livre de Marco Polo, le monde arabe avait la relation du voyage en Inde et en Chine de Sulayman, publié à Bagdad en 851. Des négociants arabes, comme ceux-ci, ont raconté leur voyage, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru voir, ce qu'on leur a dit. Leurs récits ont été recueillis par un journaliste, en quelque sorte. Comme un seul nom est cité, ce marchand Sulayman, par facilité, nous dirons comme tous, le livre de Sulayman. Malgré le fabuleux qui se mêle au réel, ce reportage, que confirment des documents de l'époque, a permis de constater que la future route des Indes des Occidentaux était régulièrement sillonnée par les Arabes et aussi par les Persans, les Indiens, les Chinois, par terre et surtout par mer. Et cela au IXe siècle, au temps de Charlemagne et des Carolingiens. La carte arabe la plus ancienne, celle de Al-Idrisi, date du XIIe siècle. Elle est peu conforme à la réalité géographique. Les marchandises embarquées à Siraf, disparues aujourd'hui, sorte d'avant-port de Bassora, on fera escale à Mascate pour l'eau douce. Il en faut pour 1 mois, car on n'en trouvera guère à la première escale. Les îles Maldives, atoll corallien planté de cocotiers, et que gouverne une femme, nous dit Sulayman, non sans étonnement. L'eau douce, on en trouvera en Inde,
à Kulam Malaya, appelé Koilom par Marco Polo, aujourd'hui Quilon. Au temps de Sulayman, un poste militaire y perçoit des droits de douane. À Ceylan, Sulayman est frappé par des pêcheries de perles, des pierres précieuses abondantes, et il signale les trompettes de mer, ces conques marines, instruments de musique à la fois militaires et religieux. Traversant le golfe du Bengale, Sulayman passe au large des îles Andaman. Il aperçoit des habitants à la peau noire, aux cheveux crépus, des négritos comme ceux d'aujourd'hui, et qui mangent les gens vivants, comme sur ce document du 7e siècle. On sera plus hospitalier à l'escale suivante, aux îles Nicobar. Les habitants apportent au navire du vin de coco, boisson blanche et douce comme du miel. Mais ils ne comprennent pas les langues que connaissent les marchands. Ils parlaient, comme aujourd'hui, une des rares langues austro-mélanésiennes. Et ils vont tout nus, ajoute Sulayman. Ce qu'il appelle l'île de Lambri, c'est la partie nord-ouest de Sumatra. On y trouve en abondance de l'or, du camphre, des éléphants, des bambous, et encore des mangeurs d'hommes et des chasseurs de têtes. Ces derniers n'ont pas totalement disparu aujourd'hui. Puis Sulayman aborde à Cala de Malacca, à peu près à l'emplacement du Georgetown d'aujourd'hui. 1 mois depuis Quilon. Ici, les habitants s'habillent de pagne. Et comme partout, on y fait de l'eau douce. Le détroit franchi, encore 2 mois de navigation, avec plusieurs escales dans le royaume bouddhiste des Tiampa, Sud-Vietnam actuel. Enfin, le navire de Sulayman franchit ce qu'il appelle les portes de la Chine, c'est-à-dire passe les écueils et au fond des îles Paracels et accoste à Canton. Au-delà, pour Sulayman, commence l'inconnu. Il a entendu parler des Togouzougouz, par exemple, mais nul de nos gens n'est arrivé jusqu'à eux qui puisse nous parler d'eux, nous dit-il. Parti du golfe Persique avec la mousson de décembre, le navire de Sulayman a utilisé la mousson de mai dans le golfe du Bengale et atteint Canton en juillet. Certes, parfois, il a fallu se servir de ces longues rames, comme sur ce document du XIe siècle. Mais les Arabes savaient utiliser le régime des moussons et se servaient de l'astrolabe, ancêtre de la boussole. 6 à 7 mois de voyage, dont au moins 5 mois de mer. Sulayman nous signale les chantiers navals des îles Maldives, où l'on construit déjà des bateaux cousus. Ils filent les fibres des cocotiers et avec le fil obtenu, ils assemblent les planches. Un bateau cousu avec des cordes est plus souple et ne se brise pas. Ce document nous montre ce type de navire. Voyez les cordages en bas à gauche. Peut-être Sulayman était-il sur l'un de ces bateaux flanqués de balanciers destinés à mieux affronter les tempêtes. Regardez l'homme accroché au balancier. Sulayman nous décrit aussi la faune marine qu'il a aperçue, poissons volants très réels comme cette sauterelle de mer, ce hibou marin, ou encore ce singe de mer. Il nous parle souvent des requins ou locams, dont il dit la bête féroce qui engloutit les hommes. Sans oublier cette bête qui sort de l'eau et grimpe au cocotier,
et qui n'est pas non plus une fable, et ce précieux coquillage, le coris, qui jusqu'à nos jours servira de monnaie d'échange dans tout l'océan Indien. Quant aux richesses, pêle-mêle, Sulayman parle de l'ambre qui pousse au fond de la mer et cavale de gros poissons, erreur longtemps entretenue. De l'ivoire de l'Inde et des 50 000 éléphants qui composent la cavalerie du roi indien Dharma. Des puits de sel que l'on trouve en Chine, comme ceux de ce document du 1er siècle. Sulayman nous parle du poivre frais, poivre blanc cueilli mûr. Ici, un document d'époque nous montre la préparation du poivre noir, desséché à feu doux dans un chaudron. Mais bien sûr, c'est le riz qui constitue la nourriture des Chinois. Ils fabriquent des bols aussi fins que du verre. On voit l'éclat de l'eau au travers, la porcelaine. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'Occident la connaîtra. Les Chinois ont été les premiers également à pratiquer l'élevage du ver à soie, les seuls jusqu'au VIe siècle. Sulayman les a vus s'habiller de soie été comme hiver, dit-il. Il a vu les travaux de la fabrication des étoffes, les soieries, qui resteront longtemps encore sans concurrence. L'industrie sucrière est florissante en Inde comme en Chine. Quant aux cocotiers, bois et fruits, partout ils sont une ressource précieuse. Sulayman ne nous dit rien de la vache et de son caractère sacré chez les brahmanistes indiens. Par contre, il nous parle longuement du rhinocéros, dont il a mangé de la viande et qui porte sur le devant du front une corne unique. Sa peau est si rugueuse qu'on le représentait avec des écailles, ici, à gauche. Sulayman ne parle guère des maisons dans lesquelles vivent les Chinois, et ne nous en donne nulle description, pas plus que de palais comme celui-ci, qui existait pourtant. Sans doute a-t-il surtout séjourné à Canton, dans le quartier dit des étrangers, où vivait dès le IXe siècle une colonie musulmane importante. Par contre, pour son négoce, il est évident qu'il a rencontré des Chinois, qu'il nous décrit habillés à peu de choses près comme ceux-ci, représentés sur une fresque du Xe siècle, longue chemise, pantalon et bonnet. Leurs femmes disparaissent dans d'amples robes, mais, contrairement aux musulmanes, elles ont la tête découverte et mettent des peignes dans leurs cheveux, d'ivoire ou d'autres matières. Certes, le merveilleux n'est pas non plus absent du livre de Sulayman. Et tout au long de sa relation, il nous signale des êtres fabuleux du genre de ceux que vous pouvez voir ici. Mais la civilisation chinoise, celle du Sud qu'il semble seul connaître, l'a visiblement frappé. Pauvres ou riches, petits ou grands, tous les Chinois apprennent à tracer des caractères et à écrire. Ces lattes de bambou sont un vocabulaire d'écolier. Sulayman a vu aussi les appareils pour marquer et mesurer les heures. C'est une horloge à eau, comme celle-ci, que le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, fera porter à Charlemagne en même temps qu'un jeu d'échecs en ivoire et un éléphant. Mais les leçons capitales de mathématiques
et d'astronomie qu'ils rapportèrent de voyages en Chine et en Inde ne figurèrent pas parmi les présents de l'ambassade. Les nombres arabes, la science des étoiles, l'Occident les connaîtra plus tard. Ainsi, au milieu du IXe siècle, au moment où l'Europe occidentale allait s'enterrer dans l'émiettement du féodalisme, les Arabes avaient déjà rapporté des pays de la route des Indes d'importantes connaissances. À l'heure où l'Occident européen s'enfermait sur lui-même, le monde arabe, monde de voyageurs, négociants ou savants, était un monde ouvert au contact et aux échanges.